Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je voulais juste vous informer que j'ai maintenant l'adhésion à la chaîne. Donc si cela peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir sur la page de la chaîne. Et maintenant, installez-vous confortablement pendant que nous partons pour les États-Unis du milieu du 19e siècle. Sarah Jane Lotari est née en 1833 dans la petite ville de Louisville, dans le comté de Saint Lawrence, dans l'État de New York. Ses parents étaient des membres très respectés de la communauté locale, et Sarah était l'aînée de leurs 4 enfants, un garçon et 3 filles. Cependant, la tragédie frappa la famille lorsque Sarah entra dans l'adolescence. Sa mère mourut en 1844 et son père 2 ans plus tard, en 1846. Les enfants héritèrent alors de la modeste ferme, qu'ils louèrent judicieusement, ce qui leur rapportait un revenu annuel d'environ 25 $ chacun. Sarah était décrite comme intelligente et d'un tempérament vif et joyeux. Elle était également considérée comme assez attirante. En septembre 1849, elle épousa un homme du coin nommé Monsieur John Gould. Mais le malheur ne semblait jamais loin de la pauvre jeune femme. Et 3 ans plus tard, en 1852, il mourut, laissant Sarah Jane veuve. À l'âge tendre de 19 ans, elle avait déjà connu la perte de ses 2 parents et de son mari. Après cela, Sarah alla vivre chez son oncle et sa tante, qui résidaient également à Louisville. Son oncle, un gentleman nommé Monsieur Danforth Britton, était propriétaire d'un magasin appelé Harrison Britton et gérait également une taverne qui servait aussi de pension. Dans cet environnement bienveillant, Sarah Jane trouva un semblant de stabilité au milieu des épreuves que la vie lui avait imposées. James E. Eldridge était un jeune homme issu d'une famille très respectable, originaire lui aussi du comté de Saint Lawrence, dans l'État de New York. Il est né en 1836 dans la ville de Canton. Cependant, en 1856, alors qu'il n'avait que 20 ans, sa famille a déménagé dans l'Iowa. James, bien sûr, les a accompagnés, mais dès le mois de septembre de la même année, il a décidé de retourner dans le comté de Saint Lawrence, retrouvant ainsi les environs familiers qu'il connaissait si bien. 2 mois plus tard, en novembre, il s'est rendu à Louisville, où, pour une raison quelconque, il s'est présenté sous le nom de Monsieur Edwin Aldrich. Sous ce nom d'emprunt, le jeune homme a obtenu un poste d'enseignant dans une école locale. Peu après avoir commencé son poste, Monsieur Aldrich, comme il aimait se faire appeler, fit la connaissance de Madame Sarah Jane Gould, et il devint vite évident qu'il lui portait une attention particulière. Des rumeurs circulèrent dans la communauté au sujet des intentions de ce maître d'école apparemment charmant envers la jeune veuve. Leur amitié se poursuivit, et au début du mois de mars 1857, M. Aldrich prit une chambre dans la pension qui appartenait à M. Britton. Il ne fallut pas longtemps pour que l'oncle et la tante de Sarah Jane se rendent compte que le jeune homme manifestait des intentions romantiques envers leur nièce. 1 mois plus tard, en avril, M. Aldrich demanda à Sarah Jane si elle voulait l'épouser. Elle accepta avec enthousiasme. Il demanda alors respectueusement à son oncle la permission de leur union. Il présenta une demande sincère et directe, espérant montrer à M. Britton son amour véritable et son engagement envers sa nièce, et rassurer le gentleman qu'il pouvait lui confier le bien-être de Sarah Jane. M. Britton, cependant, accueillit la nouvelle de leur fiançailles avec un enthousiasme plus mesuré. Préoccupé par sa nièce, il voulait s'assurer qu'elle épouserait un homme sincère et travailleur qui aurait à cœur ses intérêts. Surtout compte tenu des tragédies qu'elle avait déjà endurées en 24 ans, M. Britton demanda à M. Aldrich comment il comptait subvenir aux besoins de Sarah Jane. En réponse, le jeune homme expliqua qu'il possédait 600 acres de terre dans l'Iowa, acquises grâce à des fonds fournis par son père. M. Aldrich mentionna aussi une somme supplémentaire de 1500 $ promise par son père qu'il comptait utiliser pour acheter des chevaux. Ces chevaux, affirma-t-il, seraient ensuite emmenés dans l'Iowa et vendus avec un bon bénéfice. Ils retourneraient ensuite à Louisville. Tandis que Sarah regardait M. Aldrich avec une admiration totale, M. Britton restait quelque peu prudent. Il se demandait si les intentions du jeune homme étaient sincères, d'autant plus qu'il avait déjà contracté une petite dette au magasin Harris et Britton et qu'il était en retard sur son loyer. Lorsqu'on l'interrogea à ce sujet, M. Aldrich promit de régler ses questions financières dès que les fonds attendus arriveraient de l'Ouest. Cependant, malgré ses assurances, M. Britton ne pouvait pas se débarrasser de ses appréhensions. Vers la fin du mois d'avril, M. Aldrich fit un voyage à Ogdensburg, à environ 30 miles de distance. Il a dit aux gens qu'ils devaient s'y rendre pour régler une question d'argent qui l'attendait.
Il est parti pendant 2 jours. Pendant son séjour, il a visité la bijouterie Bell, où il a été surpris de voir un vieil ami de ses années d'école nommé Robinson Howe. Curieux des récentes activités de M. Aldrich, M. Howe lui a demandé ce qu'il avait fait pendant l'hiver. Cependant, M. Aldrich, que M. Howe connaissait sous le nom de M. James E. Eldridge, a répondu vaguement, indiquant qu'il avait été occupé. Sans préciser ses activités exactes, M. Howe a demandé s'il avait enseigné, mais étrangement, le jeune homme a répondu que non. M. Aldrich est retourné à Louisville et a continué d'affirmer qu'il attendait une somme d'argent considérable qui devait bientôt arriver de l'Iowa. Début mai, il a fait un autre court voyage à Ogdensburg. L'école était fermée pour les vacances. Alors M. Aldrich passait la plupart de son temps en compagnie de Mme Sarah Jane Gould. Il faisait de longues promenades tranquilles et échangeait des politesses avec les personnes qu'il rencontrait en chemin. M. Aldrich mentionnait souvent l'argent qu'il attendait de l'Iowa, et Sarah Jane l'écoutait attentivement, manifestement enchantée par la présence d'un gentleman aussi captivant. Cependant, à ce stade, certaines personnes commençaient à douter de l'histoire de M. Aldrich concernant l'argent censé arriver de l'Iowa. M. Jesse Harris était l'une de ces personnes. Il était le beau-frère de M. Britton, et aussi son associé dans le magasin et la taverne. Il a dit à M. Aldrich qu'il devait leur payer sa dette pour son logement et pour les articles qu'il avait achetés. M. Harris a souligné qu'il n'était pas disposé à lui faire davantage confiance sans paiement. M. Aldrich a répondu qu'il avait déjà dit à de nombreuses reprises qu'il paierait lorsque le virement de son père arriverait, et qu'il l'attendait à tout moment. N'étant pas satisfait de la réponse, M. Harris a alors dit au jeune homme que si le paiement complet n'était pas effectué le lendemain, il ne serait plus autorisé à rester dans la chambre qu'il louait. Ce soir-là, M. Aldrich est resté éveillé tard en compagnie de Sarah Jane. La jeune femme avait commencé à prendre une cuillerée du sirop composé de Libertar du Dr Rogers. Chaque soir, avant d'aller se coucher, elle souffrait d'une légère toux et le médicament la faisait se sentir mieux. Nous étions maintenant lundi, le 25 mai, et elle prit sa dose habituelle, tout comme M. Aldrich et la sœur de Sarah Jane, Hélène. Le lendemain, Sarah Jane descendit pour le petit déjeuner afin d'informer sa tante que le médicament l'avait rendue assez mal en point. Madame Britton lui dit qu'elle se sentirait peut-être mieux après avoir mangé, puis quitta la table. Elle ne revit pas sa nièce avant une demi-heure plus tard, lorsqu'elle entendit des cris provenant de l'abri de jardin. En enquêtant, Madame Britton découvrit que Sarah Jane souffrait de fortes douleurs à l'estomac. La jeune fille passa ensuite environ 1 heure allongée sur le canapé du salon, se levant de temps en temps pour aller vomir dehors. Pendant tout ce temps, elle était accompagnée de M. Aldrich. Madame Britton fit venir le docteur Gibson qui, après un examen approfondi, conclut que son malaise était dû à une irritation et une inflammation de l'estomac, et il prescrivit quelques gouttes d'ammoniac et d'analgésique. Cependant, malgré ce traitement, l'état de Sarah Jane montrait peu de signes d'amélioration. Tout au long du reste de la journée, M. Aldrich resta fidèlement à ses côtés, veillant avec diligence à ses besoins en lui administrant ses boissons et ses médicaments. Elle n'avait pas de fièvre, mais se plaignait constamment de douleurs à l'estomac. Elle disait à ses tantes que le docteur Gibson ne la comprenait pas et qu'elle devrait appeler un autre médecin. Quelques semaines avant la maladie de sa nièce, Madame Britton avait trouvé une bouteille d'arsenic dans la chambre de M. Aldrich. Elle en avait parlé à son mari, et bien que tous deux aient été surpris de savoir pourquoi il aurait besoin d'une telle substance, ils n'y avaient plus pensé par la suite. Mais maintenant que sa nièce était tombée malade, Madame Britton ressentait un malaise et décida de vérifier si la bouteille était toujours là. À sa grande surprise, elle était introuvable. Préoccupée par cette situation, elle se confia au docteur Gibson, qui tenta de la rassurer en disant que la maladie de Madame Gould ne pouvait pas être attribuée à un empoisonnement. Il déclara que, d'après sa propre expérience professionnelle, il n'avait jamais rencontré de cas où quelqu'un était décédé d'une surdose d'arsenic. Pourtant, le malaise de Sarah Jane persistait, avec M. Aldrich à ses côtés tout au long. Son attention sans faille ne passa pas inaperçue aux yeux de Madame Britton, qui fit remarquer à quel point il était attentif envers son mari. Le samedi 30 mai, Sarah Jane fit part d'une lueur d'espoir, annonçant que sa douleur s'était atténuée et exprimant son optimisme quant à sa guérison. Reconnaissante pour les soins qu'elle avait reçus, elle adressa ses remerciements sincères à sa tante, à ses sœurs et à M. Aldrich. Malheureusement, cet optimisme fut de courte durée. Malgré son sentiment initial d'amélioration, son état connut un tournant soudain et tragique. Plus tard dans la journée,
elle a succombé au délire, et cet après-midi-là, elle est décédée. Sarah Jane Gould est décédée sans avoir de père, de mère ou de mari encore en vie. Néanmoins, elle s'était retrouvée entourée de la présence réconfortante de parents dévoués et d'amis chers. Des larmes coulaient des yeux de ses sœurs attristées. Leur chagrin était évident, mais leur amour demeurait inébranlable. À ses côtés se tenait son frère, lui offrant une force silencieuse et un soutien dans son moment de besoin. Pour la réconforter, son oncle et sa tante aimant lui offraient une tendresse réconfortante dans ses dernières heures. Et, bien sûr, il y avait M. Aldrich, un homme à qui elle avait donné son cœur et qui, dans ses derniers instants, lui a offert une dernière étreinte pleine d'amour. Sarah Jane a été enterrée 2 jours plus tard. Les funérailles ont été très suivies, mais il a été remarqué que personne n'a affiché une expression de chagrin plus profonde et plus publique que M. Edwin Aldrich, qui, à chaque occasion, cherchait du réconfort auprès de la sœur de Sarah Jane, Hélène. Cependant, certains présents ont estimé que le chagrin de M. Aldrich semblait forcé et peu naturel. Un des personnes en deuil a fait remarquer qu'il percevait cela comme une sorte de deuil sans larmes. Monsieur et Madame Britton étaient encore sous le choc du décès de leur nièce. Elle était en si bonne santé et son déclin avait été très inquiétant. Aucune autopsie n'avait eu lieu. Ils ont également remarqué que Monsieur Aldrich semblait quelque peu nerveux. Cependant, lorsque Madame Britton tomba sur une bouteille vide de goudron, d'hépatique, avec un dépôt blanc au fond, dans la chambre où Sarah Jane était décédée, ses soupçons furent immédiatement éveillés. Elle ne perdit pas de temps pour alerter son mari, qui apporta aussitôt la bouteille à un médecin à Messine, puis au docteur Sherman à Ogdensburg pour une analyse plus approfondie. Les résultats furent glaçants. Le dépôt s'est avéré être de l'arsenic. Monsieur Britton retourna à Louisville et informa Sarah, le frère de Jane et ses 2 sœurs, qu'il soupçonnait que leur sœur avait été empoisonnée. Il a également dit à Monsieur Aldrich que, pour le convaincre de son innocence, il devait lui montrer la bouteille d'arsenic que Madame Britton avait trouvée dans sa chambre. Monsieur Aldrich, habituellement une personne au tempérament calme, devint soudain pâle et sembla extrêmement agité. Il nia avoir jamais eu une telle substance en sa possession. Suite à cela, Monsieur Britton s'est rendu au bureau du coroner du comté, Monsieur Ripley, et a demandé une enquête approfondie sur les circonstances entourant le décès prématuré de sa nièce. Ce samedi après-midi-là, un jury a été réuni pour une enquête et le corps de Sarah Jane Gould a été exhumé. Les docteurs Ripley, Paddock et Gibson ont procédé à une autopsie. Cependant, malgré leur examen, ils n'ont trouvé aucune trace d'arsenic dans l'estomac de la défunte. Ne disposant pas de l'équipement nécessaire pour une analyse chimique, ils n'ont pas pu déterminer de manière définitive si une telle substance avait été présente. Néanmoins, au cours de l'examen, une révélation inattendue est apparue. Il a été découvert qu'au moment de sa mort, la jeune femme était enceinte d'environ 8 semaines. Le jury a certifié que la mort était due à une cause inconnue. Le lendemain, M. Aldrich a été découvert dans un état de profonde détresse, souffrant de vomissements et de fortes douleurs à l'estomac. Le docteur Gibson a été appelé d'urgence et, après examen, il a observé un résidu de poudre blanche au fond du récipient dans lequel M. Aldrich avait bu. Bien que M. Aldrich ait nié avoir consommé de l'arsenic, le docteur Gibson n'avait aucun doute quant à la cause de ses symptômes. Le jeune homme a été malade quelques jours, mais il s'est rétabli. Des rumeurs ont commencé à circuler dans la communauté, beaucoup soupçonnant que M. Aldrich avait effectivement empoisonné Sarah Jane. Certains pensaient qu'il avait des arrière-pensées, peut-être motivées par ses sentiments pour la sœur de Sarah Jane, Hélène. Bien que les preuves contre lui semblaient circonstancielles, la suspicion croissante a conduit à son arrestation. En juin, le docteur Sherman a procédé à un examen approfondi des organes de la défunte dans son cabinet à Ogdensburg. Il les a trouvés remarquablement bien conservés, et ses analyses ont révélé des traces d'arsenic, ce qui a renforcé le dossier contre M. Aldrich. Par conséquent, M. Edwin Aldrich a été officiellement inculpé de meurtre. Le procès a commencé le 10 décembre 1857. Malgré la nature circonstancielle des preuves, l'accusation a su dresser un portrait du caractère trompeur de l'accusé. Ils ont souligné devant le jury que l'homme jugé portait le nom de James E. Eldridge. Pourtant, il s'était présenté comme un citoyen honnête de Louisville sous le pseudonyme de M. Edwin Aldrich. Cette contradiction servait de rappel poignant de la nature duplice de l'accusé. L'accusation a présenté les éléments clés de la preuve de manière convaincante.
Une analyse chimique des organes prélevés a déterminé de façon concluante que la mort de Sarah Jane était due à un empoisonnement à l'arsenic. De plus, il a été noté que l'accusé avait accès à l'arsenic avant le meurtre, mais qu'aucune trace n'a été retrouvée en sa possession. Par la suite, sa présence constante aux côtés de Sarah Jane, ajoutée à sa propre admission d'avoir administré des médicaments à celle-ci, faisait que personne ne pouvait nier qu'il avait eu l'occasion de lui donner le poison. De plus, son absence lors de l'enquête a éveillé des soupçons, et sa tentative de suicide a été considérée comme un aveu de culpabilité. Ensemble, ces éléments constituaient un dossier accablant contre les accusés. L'accusation a également laissé entendre que le jeune homme voulait se débarrasser de Sarah Jane parce qu'elle était enceinte, et qu'il voulait être avec sa sœur. Monsieur et Madame Britton, ainsi que les 2 sœurs et le frère de Sarah Jane, ont témoigné au cours du procès. D'autres témoins comprenaient la domestique des Britton, ainsi que des amis de la défunte. Chaque témoin a relaté des incidents concernant le comportement de l'accusé envers Madame Gould et la façon dont il semblait montrer aux autres son attachement apparent envers elle. De plus, tous les médecins qui avaient examiné la jeune femme après sa mort prématurée ont témoigné, apportant un éclairage supplémentaire sur les circonstances entourant son décès. La défense a remis en question le fondement même de l'accusation, tout en reconnaissant que l'accusé avait effectivement été en possession d'arsenic. Ils ont rappelé au jury que M. Eldridge avait droit à la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire, en soulignant que, dans ce cas, une telle preuve n'avait pas été présentée. M. Myers, l'avocat principal de la défense, a affirmé que 2 questions cruciales se posaient dans cette affaire. La personne décédée a-t-elle été empoisonnée à l'arsenic, administrée par une autre personne avec une intention criminelle? Et M. Eldridge, avec une telle intention, a-t-il administré de l'arsenic à la personne décédée? Il a soutenu qu'aucune de ces questions n'avait été suffisamment prouvée. Mais la défense a souligné que le médecin qui avait soigné Madame Gould n'avait trouvé aucun signe d'empoisonnement. De même, l'autopsie réalisée par 3 médecins n'a révélé aucun élément suggérant que l'arsenic soit la cause du décès de la jeune femme. Ils ont souligné un détail crucial. Le docteur Sherman était la seule personne à avoir détecté de l'arsenic. Une découverte faite uniquement après que les organes aient été retirés et stockés dans un compartiment commun. Seau. Ce seau était recouvert de peinture au plomb blanc, une substance qui contenait souvent de l'arsenic, et il était fermé avec une ficelle, attaché en nœud de boucle, puis laissé sans surveillance entre 18h et 22h sous un lit dans une pièce accessible à toute personne du foyer de M. Britton. Il a ensuite été transféré dans un magasin pour hommes pendant la nuit, puis sur un bateau à vapeur où il est resté dans le salon pendant 6 heures, pendant son trajet de Louisville à Ogdensburg. M. Myers a également souligné qu'à son arrivée au cabinet du Dr Sherman, le seau a été entreposé dans une zone non verrouillée et soumis à des analyses pendant une période de 10 jours. Tout cela, a-t-il soutenu, aurait pu compromettre l'intégrité de l'échantillon. Il a cité la page 56 de la jurisprudence médicale de Taylor, qui souligne la nécessité pour le personnel médical d'être extrêmement prudent lors de la conservation des organes, afin de s'assurer qu'aucun d'entre eux ne puisse être soumis à une quelconque altération. Mais l'accusation a également contesté l'affirmation concernant la grossesse de Sarah Jane, suggérant des inexactitudes parmi les déclarations des médecins. Ils ont cité le témoignage d'Anne Lux, qui était une jeune servante dans la famille de Dabforth Britton. Elle avait indiqué que la défunte avait eu ses règles 1 semaine avant sa mort, discréditant ainsi le mobile du crime avancé par l'accusation. Le mardi 22 décembre, le juge a résumé l'affaire et a rappelé au jury la gravité de la décision qu'ils allaient devoir prendre. À 12h30, ils se sont retirés pour délibérer et sont revenus à 19h. Avec leur verdict de culpabilité, le lendemain, le tribunal s'est réuni de nouveau et le juge a condamné l'accusé, M. James E. Eldridge, à mort. Malgré sa situation, il a maintenu sa déclaration d'innocence. Ses avocats ont fait appel de la décision du tribunal, ce qui a conduit le juge James à accorder un sursis à l'exécution et à approuver la demande de nouveau procès. Cependant, la santé du jeune homme s'est détériorée pendant sa détention et il a succombé à la tuberculose à la prison de Canton en attendant la possibilité d'un nouveau procès. Il avait 21 ans. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours. Et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.